Bienvenue à la première grande enquête scientifique de cet automne. Carl, pourrais-tu me baisser un peu la lumière? Merci. Alors, je vais saluer les nombreux élèves qui sont inscrits pour cette conférence. On va commencer par saluer ceux qui sont en web diffusion un petit peu partout dans le Québec. Donc, je compte sur ceux qui sont dans la salle pour les saluer bien fort. Attention! On salue l'école Gabriel Lecourtois à Sainte-Anne-des-Monts. À vous. On salue l'école primaire Antoine Allais à Grand-Mère. L'école secondaire La Taïga à Lebel-sur-Quévillon. L'école des jeunes musulmans canadiens à Montréal. L'école Sainte-Flore à Shawinigan. L'Académie La Fontaine à Saint-Jérôme et l'école Hormidas Gamelin à Gatineau. Ici, dans notre amphithéâtre, on salue l'école Saint-François-Xavier de la Prairie, l'école secondaire d'Anjou, l'école secondaire Calix-à-la-Vallée et l'Académie Dunton de Montréal. Et puis, donc, on va saluer aussi tous les élèves qui vont nous suivre, mais plus tard, qui vont regarder l'enregistrement. Alors, on ne va pas trop perdre de temps dans les blablas. Chut. Et j'invite Myriam à monter, elle va se présenter. Je vous souhaite une bonne conférence. Soyez très attentifs, le sujet est assez complexe, mais je suis sûre que Myriam va bien vous le communiquer. Et puis, on se retrouve tantôt pour la période de questions. Oh, ben, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui? Parfait. Ça va bien ce matin? Oui, cet après-midi en tout cas. Moi, ça va bien aussi, merci. Alors, ben, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Myriam Latulippe. En fait, je viens de compléter ma maîtrise en physique spécialisée en astrophysique à l'Université de Montréal. Et je travaille aussi au Planétarium de Montréal. Et en fait, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être là pour parler d'un sujet qui me passionne, qui est en fait mon sujet de recherche pour ma maîtrise. Je vais vous parler un petit peu de l'influence des trous noirs dans les amas de galaxies. Alors, ma conférence va s'intituler justement « Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un trou noir à décrypter ». Alors, bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? Il y en a plusieurs ici qui ont répondu dans la salle et vous aviez, la plupart d'entre vous, la bonne réponse. Donc, une galaxie, ça va vraiment être un assemblage de milliards et de milliards d'étoiles, de gaz, de poussière, un peu de tout ça. Et justement, nous, on fait partie d'une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Mais moi, je vais vous parler d'une galaxie, d'un amas de galaxies qui est beaucoup, beaucoup plus loin. Pour vous donner une idée de la distance de cet amas de galaxies que j'étudie, eh bien, est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept d'une année-lumière? Oui? Donc, une année-lumière, c'est la distance que la lumière va parcourir pendant un an. Une année-lumière, ça équivaut à 10 000 milliards de kilomètres. Okay? C'est extrêmement grand. Pour se donner une petite idée, le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de nous, on se dit qu'il est à 8 minutes-lumière de la Terre. Donc, on voit le Soleil comme il était il y a de cela 8 minutes. Mais moi, en fait, les objets que je vais étudier vont être beaucoup plus loin qu'une année-lumière. En fait, ils vont être à 6 milliards d'années-lumière d'ici. Alors, c'est très, très loin. C'est d'où le nom de ma conférence aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec tout ça, avec qu'est-ce que c'est qu'un amas de galaxies? Alors, j'ai défini il y a quelques instants ce que c'était qu'une galaxie. Eh bien, un amas de galaxies, ça va regrouper justement des milliers de galaxies ensemble. Et en fait, ça va être la plus grosse structure liée par la gravité qui existe dans l'univers. Mais parmi toutes les galaxies qu'on va retrouver dans un amas de galaxies, eh bien, il y en a une qui va être plus grosse, plus massive que toutes les autres, une sorte de galaxie dominante. Alors, juste comme ça, si on regarde par exemple ici la photo, ça c'est une photo d'un amas de galaxies. Alors, tout ce que vous voyez là-dessus, c'est toutes des galaxies, sauf les points qui ont des croix dessus, qui vont être en fait des étoiles en avant-plan. Donc, juste à regarder cette photo-là, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est laquelle la galaxie dominante? C'est pas mal celle au centre. Donc, celle qui est au centre, on va voir qu'elle est vraiment plus grosse, plus massive que toutes les autres.
Et la galaxie qui va être au centre va avoir des propriétés assez spéciales. Et en fait, à son cœur, on retrouve un trou noir supermassif, les objets les plus massifs qui existent dans l'univers. Donc, juste un seul objet céleste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Donc, les trous noirs, comme j'en ai parlé, on en retrouve au centre des galaxies dominantes, mais en fait, on va en retrouver un peu partout. Alors, pour se familiariser avec un trou noir, qu'est-ce que c'est? Bien, un trou noir, ça va être un objet très compact, tellement compact que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Alors, ce que je veux dire par là, eh bien, nous, par exemple, sur Terre, ici, on est emprisonné par la gravité de la Terre. On est à la surface de la Terre, et si on essaie de s'échapper de la gravité terrestre, bien, on pourrait, par exemple, essayer de sauter. Pensez-vous que j'arriverais à sauter assez vite pour m'envoler et partir de la gravité de la Terre? Pas vraiment, hein? Mais par contre, c'est possible de s'échapper de la gravité de la Terre. On a des fusées, par exemple. Donc, une fusée, on arrive à la faire décoller assez vite pour s'échapper de la gravité terrestre et sortir de l'influence de la Terre. Par contre, les trous noirs, leur gravité est tellement forte que si j'étais à la surface d'un trou noir, même les fusées les plus rapides ne pourraient pas s'échapper. En fait, même la chose qui va la plus vite dans l'univers, qui est la lumière, même la lumière ne va pas assez vite pour s'échapper de la gravité du trou noir. Alors, c'est ce qu'on veut dire que la gravité est tellement forte que rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. Par contre, il faut faire attention. Quand on dit qu'un trou noir, c'est un trou, ce n'est pas fait de vide. C'est de la matière qui compose, par exemple, vous, moi, la table, les étoiles, la Terre. C'est de la matière, comme on côtoie dans la vie de tous les jours, mais très, très, très compacte. Et en fait, tantôt, je vous ai parlé, si on est à la surface d'un trou noir où la lumière ne peut pas s'en échapper, cette surface-là, en fait, on appelle ça l'horizon des événements. Donc, c'est un point de non-retour. Alors, plus vous vous approchez d'un trou noir, plus vous ressentez sa gravité et moins vous avez de chances de vous en échapper de là. Et ça a l'air un petit peu compliqué tout ça. Ça a l'air un peu bizarre, un trou noir, mais au final, c'est un objet assez simple. Dans le sens qu'il nous faut seulement 3 paramètres pour décrire un trou noir. Ça, c'est très rare, des choses qu'on peut décrire avec seulement 3 paramètres. Si, par exemple, j'essaie de reproduire une deuxième Terre, pour avoir 2 Terres parfaitement identiques, il faut que j'aille la même grosseur, il faut qu'il y ait la même chose à l'intérieur, il faut qu'il y ait la même atmosphère, les mêmes océans, les mêmes continents. Il faut que chacun d'entre vous, vous soyez exactement à la même place pour pouvoir avoir 2 Terres identiques. Fait que pour décrire une planète, par exemple, il nous faut des milliards et des milliards de paramètres. Pour un trou noir, il en faut 3. Et là, c'est le temps d'une question. Donc, parmi les points suivants, lequel ne permet pas de définir un trou noir? Donc là-dedans, il y en a 3 qui sont bons, un qui n'est pas bon. Alors, trouvez l'intrus. Je vous laisse essayer de voter. Donc, vous avez le choix entre A, la masse, B, la température, C, la vitesse de rotation, et D, la charge électrique. Alors, lequel ne définit pas un trou noir? Je vous laisse encore quelques petits instants pour voter. J'ai déjà une réponse en web diffusion. 2 réponses en web diffusion. Alors, on est prêt pour donner la réponse? Je vais attendre après quand ceux de la salle t'auront donné les réponses. OK. Donc, attention, on est prêt, on arrête de voter. Donc, qu'est-ce que vous avez répondu? OK. Bon, il y en a beaucoup qui pensent que la température ne définit pas un trou noir. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la charge électrique. Et ensuite, les moins populaires, ce serait la vitesse de rotation et la masse. Et en fait, ce qui ne définit pas... Attends. À Gatineau, on me dit que d'après eux, c'est la charge électrique et à l'école Sainte-Flore aussi, la charge électrique. Ah, OK. Donc, ils vont rentrer dans notre colonne en jaune. Et attention, ce qui ne définit pas un trou noir, c'est sa température. Eh oui! Alors, félicitations aux 42 % ici qui avaient eu la bonne réponse. Donc, effectivement, pour définir un trou noir, il nous faut 3 choses. Il nous faut sa masse, sa vitesse de rotation, donc à quel point est-ce qu'il tourne sur lui-même, et finalement, sa charge électrique.
Par contre, ça c'est théoriquement, dans la vraie vie, en fait, il y a juste 2 paramètres qu'on va utiliser pour décrire un trou noir. Ça va être les 2 premiers. Parce qu'à grande échelle, on considère que pas mal tout n'a pas de charge électrique. Parce que, comme vous le savez peut-être, des charges électriques de signes opposés vont s'attirer. Donc, les plus vont attirer les moins et les moins vont attirer les plus. Donc, si mon trou noir était chargé positivement, bien, très, très rapidement, il attirerait des charges négatives et il se neutraliserait. Donc, au final, on considère que la charge d'un trou noir est nulle. Alors, ça nous reste pas mal, seulement 2 paramètres pour décrire un trou noir, sa masse et sa vitesse de rotation. Et même qu'avec sa masse, on peut définir une sorte de rayon. Donc, avec la masse, on arrive à définir un rayon qui n'est pas en fait une vraie quantité physique. Le rayon, il n'y a pas de surface solide à mon trou noir, mais c'est quand même pratique de définir un rayon pour avoir une idée de c'est gros comment la région dans laquelle on ne peut pas s'échapper, où la lumière ne peut pas s'échapper. Pour vous donner un petit exemple, si on prenait le Soleil et qu'on le comprimerait pour avoir un trou noir, le Soleil aurait un rayon de 3 km. Alors, si on veut prendre notre Soleil et obtenir un trou noir, il suffit simplement de le contracter jusqu'à ce qu'il y ait un rayon de 3 km, et maintenant, on aurait un trou noir. Alors maintenant, comment on fait pour observer un trou noir? Je vous ai dit il y a 2 minutes que la lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir. Là, comment on sait qu'il est là? Comment on sait qu'ils existent? Il doit bien avoir une façon de les observer. Et en fait, pour observer un trou noir, il faut qu'il soit actif. Ce qu'on veut dire par là, un trou noir actif, ça veut dire qu'il est en train d'accréter de la matière. Donc, l'accrétion, c'est le processus par lequel un objet céleste va agglomérer de la matière, il va accumuler de la matière et grossir par la même occasion. Alors, lorsqu'un trou noir veut accréter, veut grossir, eh bien, tout d'abord, si par exemple, il y a du gaz autour du trou noir, le gaz ne va pas juste tomber tout simplement dans mon trou noir, il va commencer par former un disque autour, comme on peut voir en bleu sur la photo. Donc, ça, on appelle ça un disque d'accrétion. Et ça, on peut l'observer, c'est très brillant. Et la plupart du gaz qui se trouve dans le disque d'accrétion va tomber dans le trou noir. Le disque, ça va être un peu son garde-manger au trou noir. Mais il y a une petite partie de cette matière-là qui, juste avant de tomber dans le trou noir, va être éjectée soit vers le haut ou vers le bas pour former des jets, comme on peut voir sur la photo, qui partent de chaque côté du disque. Alors, quand on veut observer un trou noir, on peut voir son disque et on peut voir les jets qui partent de chaque côté et qui s'étendent sur des milliards et des milliards de kilomètres. Et là, souvent, quand on parle de trou noir, c'est facile de s'imaginer que c'est comme un gros monstre qui va tout gober ce qui est sur son passage. Okay? Un trou noir, c'est pas dangereux, c'est pas un gros monstre qui va finir par aspirer tout l'univers. Okay? Un trou noir, ça ressemble un peu plus à un aspirateur. Okay? Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui passent l'aspirateur chez vous, mais sinon, je vous dis tout de suite, si vous voulez passer l'aspirateur dans une pièce, vous n'allez pas le laisser en plein milieu de la pièce, fermer la porte, puis revenir 2 heures plus tard en pensant que l'aspirateur a, par lui-même, aspiré toute la poussière de la pièce. Non, l'aspirateur va aspirer, il y a un rayon d'influence, donc il va aspirer ce qui se trouve proche de lui, mais ce qui est loin de l'aspirateur ne va pas tomber dedans. Et c'est un peu le même principe avec les trous noirs. Alors, les trous noirs vont attirer par la gravité la matière qui se trouve relativement près d'eux, mais à grande distance, ce n'est pas dangereux. Donc, moi, les trous noirs, en fait, qui vont m'intéresser, on les appelle les trous noirs supermassifs. Alors, comme le nom le dit, ils sont très massifs. Donc, les trous noirs supermassifs, normalement, on en retrouve un au centre de chaque grosse galaxie. Et ils ont une masse de au moins 1 million de fois la masse du Soleil. Et donc, c'est extrêmement gros. Puis ça nous donne un rayon d'environ 5 fois le rayon du Soleil. Alors, on peut imaginer que si ça, c'est la taille de notre Soleil, un trou noir de 1 million de masse solaire serait environ gros comme ça. Mais là, 1 million de fois la masse du Soleil, ça, c'est pour les trous noirs supermassifs les plus petits. Il y en a des beaucoup plus gros. Mais dans la catégorie des trous noirs supermassifs, pas très supermassifs, on va dire ça comme ça, mais il y en a un très proche de nous. Il y en a un au centre de notre galaxie qu'on appelle joyeusement Sagittarius A étoile, alors qu'on a détecté au centre de notre galaxie. Alors, la Voie lactée compte parmi les galaxies massives. Alors, en son cœur, on retrouve un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du Soleil. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les trous noirs au centre des galaxies dominantes des amas de galaxies.
Donc, comme ces galaxies sont immenses, bien, en leur cœur, les trous noirs supermassifs sont encore plus gros. On parle de 10 milliards de fois la masse du Soleil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un gros chiffre, à quel point c'est immense pour un objet céleste, de juste avoir une grosse boule de 10 milliards de fois la masse du Soleil. Okay? Pour vous donner une idée à quel point ces objets-là sont gros, si ça, c'est mon trou noir, ça, ce serait la grosseur de l'orbite de Neptune, la planète la plus éloignée du système solaire. Donc, à cette échelle-là, le Soleil, bien, ce serait un point là, dans mon image, on ne le verrait même pas. Là. C'est tellement un objet immense. Moi, quand j'ai découvert que ces objets-là existaient, ça m'a tellement troublée au plus profond de mon être. J'en revenais pas que ça existe. Ça m'a tellement troublée que je me suis dit, bien, il faut que j'étudie ça. Je n'ai pas le choix. Sinon, je n'arriverai plus à dormir la nuit. Je veux en apprendre un peu plus sur ces objets assez étranges. Et là, jusqu'à présent, bon, je vous ai parlé de trous noirs, je vous ai parlé il va y avoir un disque autour, il va y avoir des jets, c'est gros comment, mais ça a l'air de quoi? Comment on les observe? Eh bien, en fait, pour les observer, on va utiliser l'outil le plus puissant, selon moi, qui est la lumière. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec le spectre de la lumière. Alors, peut-être que certains d'entre vous, lorsque je vous parle de lumière, bien, vous pensez aux couleurs de l'arc-en-ciel qu'on peut voir ici. Mais en fait, ça, c'est seulement une petite partie du spectre de la lumière. En fait, ça, c'est ce qu'on va appeler la lumière visible, mais la lumière, en fait, va s'étendre sur un beaucoup plus large spectre. Vous en connaissez sûrement, vous avez sûrement déjà entendu parler d'au moins un autre type de lumière, par exemple, les ultraviolets. Vous avez déjà entendu parler des ultraviolets? Oui. Alors, on sait que le soleil est très brillant dans les ultraviolets, c'est pour ça qu'on va attraper des coups de soleil. Mais avec nos yeux, on n'arrive pas à voir les ultraviolets. De la même façon, il y a aussi, sinon, les infrarouges. Des fois, dans les films d'espions, ils vont avoir des lunettes à infrarouge pour réussir à voir dans le noir. Mais les infrarouges, c'est un autre type de lumière qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui existe. Mais comme vous pouvez voir, en fait, mon spectre de la lumière va s'étendre à droite et à gauche de la lumière visible. Et c'est là le temps pour ma deuxième question pour vous. Alors, vous pouvez sortir vos petites affaires pour voter. Donc, parmi les rayons suivants, quel est l'intrus? Alors, parmi les choix suivants, lequel n'est pas de la lumière? Alors, on a le choix entre A, les ondes radio, B, les micro-ondes, C, les rayons X, D, les rayons gamma, et finalement E, aucune de ces réponses. Alors, trouvez l'intrus, lequel n'est pas de la lumière, vous pouvez voter. Je pense que ça ne marche pas. Ah ah! Tu peux faire voter Attendez, à oui. main levée, sinon. Je vais réessayer ça ici. Ah, bon. c'est bon. Là, vous pouvez voter. Alors, on essaye de trouver l'intrus, lequel n'est pas de la lumière parmi les choix suivants. Ça marche bien pour les gens? Ça marche très bien. Les 3 écoles qui nous sont connectées ont déjà répondu. Parfait. Alors, tout le monde a voté? On est prêt pour la réponse? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, la moitié d'entre vous ici dans la salle pensez que tout ça, ça fait partie, c'est des rayons lumineux, donc aucune de ces réponses. Sinon, il y a quand même une grande partie qui pense que les ondes radio, ce n'est pas de la lumière. Les gens ailleurs à Montréal? Alors, à Shawinigan, l'école Sainte-Flore, il faut pas que je me mélange dans les numéros, dit la réponse B. Okay. À Gatineau, on nous dit la réponse E. Et à Sainte-Anne-des-Monts, on nous dit la réponse A. Ah, bon. Alors, bonne réponse. Est-ce que je peux avoir un roulement de tambour? Eh oui! Donc, la moitié des gens ici avaient la bonne réponse. Effectivement, alors, les 4 choix qui sont nommés ici sont des types de lumière, en fait. Donc, si je repars avec mon spectre lumineux et que j'ajoute les bonnes réponses que j'avais cachées, donc les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets
les rayons X et les rayons gamma sont tous des types de lumière. En fait, ce qui va changer en fonction des types de lumière, c'est la quantité d'énergie qu'ils contiennent. Donc, nous, la lumière visible, on est environ au milieu. Et si on va vers les ondes radio, on retrouve la lumière qui a moins d'énergie. Et si on va vers les rayons X et les rayons gamma, on retrouve la lumière avec le plus d'énergie. Et en fait, on va s'en servir justement pour observer le ciel dans ces différents types de lumière, pour voir différents phénomènes qui vont être lumineux dans différents domaines de lumière, pour essayer de comprendre comment fonctionne l'univers et avoir une image globale de ce qui se passe. Alors, un peu plus tôt, je vous parlais de la mode galaxie. Donc ça, c'est une autre photo d'un amas de galaxies. Alors, on peut voir toutes les galaxies, les étoiles. Ça, c'est dans la lumière visible. Donc, lorsqu'on regarde dans la lumière visible, on voit des étoiles et des galaxies. Mais en réalité, si je regarde aussi dans les rayons X, on va voir quelque chose d'un peu plus différent. Donc, les rayons X, ça va être ce qu'on voit la couleur bleu, mauve ici à l'écran. Alors, c'est du gaz entre les galaxies. On appelle ça le gaz du milieu intra-amas. Donc, à l'intérieur de l'amas de galaxies, il y a une très, très grande quantité de gaz qui est là dans les rayons X. Et là, un problème ici avec tout ça, c'est que mon gaz entre les galaxies, qui est très lumineux dans les rayons X, en astronomie, quand on dit que c'est lumineux, que ça émet de la lumière, ça veut dire que mon gaz perd beaucoup d'énergie. Parce que pour émettre de la lumière, bien, ça prend de l'énergie, ça perd de l'énergie sous forme de rayonnement. Et les rayons X, c'est de la lumière qui est très énergétique. Donc, à chaque fois qu'il rayonne dans les rayons X, ça lui coûte cher, il va perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Et un gaz qui perd beaucoup d'énergie, eh bien, ça va se refroidir, ça va se condenser, ça va couler vers le centre de l'amas de galaxies et former beaucoup d'étoiles. Mais là, il y a un problème. Parce que si on compare le taux de formation d'étoiles qui est attendu par le gaz ici, qui devrait se refroidir à cause qu'il émet des rayons X, versus le taux d'étoiles qui est réellement observé. Donc, on compte combien d'étoiles est-ce qui se forment pour vrai, et on compare avec combien d'étoiles qui devraient se former par le gaz en rayon X qui se refroidit, et en fait, ça ne nous donne pas du tout la même chose. Il n'y a vraiment pas assez d'étoiles qui sont formées. Alors ici, il y a un problème. Ça veut dire que mon gaz, rayon X, émet beaucoup de lumière, mais il n'arrive pas à se refroidir correctement. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit lui donner de l'énergie, quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi, on ne le voit pas pour l'instant. Il y a quelque chose qui doit donner de l'énergie à mon gaz entre mes galaxies pour l'empêcher de se refroidir et l'empêcher de former des étoiles. Et pour avoir la réponse, bien, il faut regarder dans un autre type de lumière. Alors, je vais prendre un autre exemple, l'exemple d'un amas de galaxies qu'on appelle Cygnus A. Alors, on recommence. On voit encore une fois une image dans la lumière visible. Donc, ce qu'on voit, c'est des galaxies. Et la grosse chose à faire qu'on voit au centre, c'est la galaxie dominante qui est plus grosse que toutes les autres. Maintenant, à la même échelle, si on regarde cette image-là dans les rayons X, eh bien, en bleu, on va voir le gaz entre les galaxies. Donc, ce gaz-là qui émet beaucoup dans les rayons X, qui devrait se refroidir et former des étoiles, mais qui ne se refroidit pas correctement. Mais regardez bien, ça, c'est pas tout à fait uniforme. Il y a l'air d'avoir un peu de la structure dans mon gaz. Vous voyez? Oui? Comme par exemple, est-ce que ma souris fonctionne? Ah, ma souris ne fonctionne pas. Ah, bon. Par exemple, ici, on peut voir ce qu'on appelle une bulle, puis là aussi. Donc, un peu comme des bulles d'air dans l'eau, mais là, c'est des bulles de quelque chose qu'on ne sait pas encore dans mon gaz entre mes galaxies. Et pour savoir pourquoi est-ce que mon gaz ne se refroidit pas bien, eh bien là, on va regarder dans les ondes radio cette fois-ci. Et en regardant dans les ondes radio, ce qu'on voit, c'est ça. Alors, ce qu'on observe ici, c'est en fait les jets des trous noirs. Donc, tantôt, je vous disais que les trous noirs vont émettre des jets qui sortent. Eh bien, en fait, ici, il y a ma galaxie centrale, et à son cœur, il y a le trou noir supermassif qui est en train de gober de la matière, qui est en train d'accréter du gaz et qui relâche des jets qui partent de chaque côté de la galaxie. Alors, si maintenant je combine ces trois images-là en une seule, ça nous donne ceci. Alors là, juste pour rappeler, là, ça, ce n'est pas des dessins d'artistes, là. Ça, c'est des vraies photos prises avec des vrais télescopes, là. C'est ce qui se passe dans l'espace. Alors, on voit à gauche une combinaison des trois images, donc en visible, rayon X et en ondes radio.
Donc maintenant, on arrive à avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Donc, on voit des galaxies, on voit la galaxie centrale au centre, on arrive à voir le gaz entre les galaxies qui devrait se refroidir, et on arrive maintenant à savoir la réponse. Pourquoi est-ce qu'il ne se refroidit pas? Eh bien, on a la réponse dans les ondes radio. On arrive à voir 2 jets qui partent du centre de la galaxie, pas la Voie lactée, mais de cette galaxie-là, et qui vont s'échapper de la galaxie. Vous rendez-vous compte à quel point le trou noir au centre il est puissant? La galaxie qui est au centre, là, le trou noir, même s'il est gros, c'est même pas un pixel dans mon écran, là. Et pourtant, il arrive à émettre des jets tellement gros qui vont s'échapper de la galaxie et même faire toute la distance de l'amas de galaxie pour venir perturber l'amas de galaxie au complet. Donc, on part de quelque chose de très, très petit et on va jusqu'à quelque chose de très, très grand. Donc ça, on compte ici les trous noirs au centre des amas de galaxies vont être les objets les plus puissants qu'on retrouve dans l'univers. Et là, à ce moment-ci, une question se pose. Est-ce que les jets, c'est vraiment eux qui vont réchauffer le gaz entre les galaxies? Donc, on pense que oui. Mais je ne peux pas avoir la réponse avec certitude parce que ça ici, c'est tellement grand que je ne peux pas le voir évoluer dans le temps. Je ne peux pas le regarder aujourd'hui, puis le regarder dans 2 semaines, puis voir comment ça l'a changé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait avoir un plus grand échantillon. Donc, en astronomie, ce qu'on fait, vu qu'on ne peut pas voir une évolution dans le temps, eh bien, on va regarder plusieurs amas de galaxies différents et essayer de regarder les points communs ensemble pour trouver la réponse à notre question. Alors, est-ce que les jets réchauffent le gaz entre les galaxies? Eh bien, je peux reformuler cette question-là pour pouvoir dire, est-ce que l'énergie contenue dans les jets est assez grande pour venir empêcher le gaz rayon X de se refroidir? Alors, comme je vous l'ai dit, pour avoir la réponse, eh bien, on doit collaborer avec plusieurs chercheurs. Donc, chaque groupe de recherche, on va par exemple étudier un amas de galaxies, essayer de trouver différentes structures qu'on voit. Ensuite, un autre groupe de recherche va regarder un autre amas de galaxies, essayer de voir si on voit les mêmes structures. Et si on retrouve ces mêmes structures partout, eh bien, ça nous donne une idée qu'on a trouvé la réponse. Alors, moi, celui qui m'intéresse, c'est cet amas-là. Alors, il a un joli petit nom. On l'appelle MaxJ1447.4 plus 0827. C'est poétique, n'est-ce pas? C'est catchy, hein? Pas tout à fait, hein? Donc, en fait, comment on va nommer des objets en astrophysique? Eh bien, souvent, ils sont regroupés en catalogues. Alors, le catalogue MACS, M-A-C-S, c'est un catalogue d'amas de galaxies qui sont très massifs et très brillants dans les rayons X. Alors, tout d'abord, on retrouve le nom du catalogue de l'amas de galaxies et ça va être suivi par ses coordonnées célestes. Donc, de la même façon que sur Terre, si vous voulez vous orienter, vous avez une coordonnée GPS, eh bien, on a la même chose dans l'espace. On va avoir des coordonnées célestes pour trouver nos objets. Alors, le beau nom que je viens de nommer, c'est en fait le nom officiel de mon amas de galaxies. Mais comme je trouvais ça long et, avouons-le, extrêmement affreux, je lui ai trouvé un autre nom. Donc, je l'ai surnommé l'amas perdu. Parce qu'en fait, quand cet amas de galaxies avait été découvert, il avait été découvert par un télescope rayon X qui scrutait tout le ciel au complet à la recherche d'amas de galaxies. Et il avait trouvé celui-ci. Mais il y a eu une petite erreur. Quand ils ont noté sur ordinateur les coordonnées de cet amas-là, eh bien, ils ont fait une erreur. Donc, ils n'ont pas écrit les bonnes coordonnées. Alors, pendant des années, lorsqu'on regardait dans le catalogue et qu'on trouvait cet amas de galaxies-là, il n'y avait pas les bonnes coordonnées. Donc, lorsqu'on pointait le télescope vers la position de l'amas de galaxies, eh bien, on ne voyait rien. Donc, c'est important de ne pas faire des erreurs comme ça. Donc, dernièrement, justement, un autre chercheur a trouvé cette erreur-là et on a corrigé l'erreur et maintenant, on peut étudier cet amas-là. Alors, pendant des années, comme on n'avait pas les bonnes coordonnées, l'amas de galaxies était perdu dans l'espace. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé l'amas perdu. Et dans la même thématique, j'ai aussi donné un nom à ma galaxie centrale parce qu'elle n'avait pas de nom. Alors, si je voulais parler de la galaxie centrale, techniquement, je devais dire la galaxie centrale de l'amas max blablabla suivi d'un chiffre. Alors, c'est un peu long. Donc, suivant la thématique de l'amas perdu, je l'ai nommé Atlantis, comme la cité perdue d'Atlantis.
Alors ça, c'est un des avantages quand tes objets ne sont pas nommés. Bien, pour l'instant, ce n'est pas officiel, mais tu peux comme donner toi-même un nom, puis s'il est assez bon, bien, ça va rester dans la communauté scientifique. Et ça est arrivé à plusieurs reprises que des noms qui, au début, n'étaient pas officiels, se sont rendus officiels par la suite. Et comme je l'ai mentionné au début de la présentation, alors mon amas que j'étudie, il est à 6 milliards d'années-lumière d'ici. Donc, quand on l'observe, en fait, la photo qui est ici, quand on l'observe, bien, on voit comment il était il y a de cela 6 milliards d'années, en fait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour étudier un amas de galaxies comme ça? Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir des observations. Ensuite, on va réduire des données et obtenir des images. Et ensuite, on analyse les images. Donc, je vais expliquer plus tard ce que tout ça veut dire. Alors, commençons par la première étape. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir des données? Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est que je voulais avoir des observations dans les rayons X et dans les ondes radio. Alors, si vous voulez observer avec un grand télescope, un grand observatoire, ce que vous devez faire, c'est remplir ce qu'on appelle une demande de temps d'observation. Alors, environ 1 ou 2 fois par année, les grands télescopes vont dire « Bon, bien, parfait, pendant la prochaine semaine, les chercheurs du monde entier, vous pouvez nous envoyer vos demandes de temps, et ensuite, on va recueillir toutes vos demandes, puis on va regarder à qui on donne du temps d'observation. » Donc là, ce que vous devez faire, c'est remplir une demande, comme on a une ici. Alors ça, c'est un peu plate à faire, je dois vous l'avouer. Puis il faut être assez créatif. Alors, vous devez écrire un petit document de environ 4 pages disant pourquoi est-ce que votre recherche va révolutionner le monde, pourquoi est-ce que ce télescope-là, vous voulez absolument observer avec. Donc, vous essayez de vendre votre affaire. Et si vous êtes chanceux, que votre projet est assez intéressant, eh bien, le comité qui va ensuite regarder toutes les demandes de temps d'observation et déterminer à qui il donne des heures pour observer, bien, ils vont vous donner du temps à vous autres. Et la photo que vous voyez à droite, parce que comme la date à laquelle on peut remettre, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, là, sûrement, OK? Remettre un devoir à la dernière minute? OK, bon, c'est ça. Ça continue encore très longtemps, tout ça, OK? Donc, lorsque vous écrivez une demande de temps, des fois, vous êtes beaucoup à la dernière minute et il arrive des pépins, il y a des choses qui ne marchent pas comme prévu. Alors, vous êtes très stressé et vous finissez par écrire votre demande de temps d'observation dans le métro 1 heure avant la date limite pour remettre ça. Alors, ça, c'est une photo que ma directrice de recherche avait prise de moi et une de mes collègues pendant qu'on était en train de travailler dans le métro sur la ligne verte à l'heure de pointe. Alors, bien des heures de plaisir. On est content que ce soit fini, disons ça comme ça. Alors, mais finalement, nos demandes de temps ont été reçues et on a eu du temps d'observation. Alors moi, j'ai des observations avec un télescope en rayon X qu'on appelle le télescope Chandra, qu'on peut voir ici. Alors ça, c'est un télescope qui est dans l'espace. Pourquoi? Eh bien, parce que l'atmosphère de la Terre a la fâcheuse habitude d'absorber tous les rayons X. Donc, l'atmosphère de la Terre est opaque aux rayons X. Alors ça, c'est pas bon pour les gens comme moi qui veulent observer le ciel dans les rayons X. Il faut aller dans l'espace pour pouvoir les observer, mais c'est quand même une bonne chose à l'échelle humaine parce que si l'atmosphère n'était pas opaque aux rayons X, on passerait notre temps à se faire irradier. Alors, ça, c'est une moins bonne nouvelle. Donc, on a ici le télescope Chandra qui est dans l'espace et ils m'ont donné du temps d'observation. Ils m'ont donné 70 kilosecondes, OK? Là, va savoir pourquoi des astronomes en rayon X, ils aiment ça dire, pas des heures, mais des kilosecondes. Donc, 1 kiloseconde, c'est 1000 secondes. Je ne sais pas pourquoi, c'est déjà un peu étrange, mais bon, il n'y a rien qu'on peut faire là-dessus. Alors, ils m'ont donné 70 kilosecondes de nouvelles données juste pour moi. Donc, pendant ces 70 kilosecondes-là, le télescope pointait vers l'amas perdu et ensuite, ils vont m'envoyer ces données-là à mon bureau, à mon ordinateur. Et j'ai aussi pris 20 kilosecondes d'observation qui étaient déjà disponibles sur Internet. Parce qu'en fait, moi ici, j'ai eu des données d'un télescope, mais je suis propriétaire de ces données-là pendant seulement quelques mois. Après,
ces données-là sont maintenant disponibles sur Internet et tous les chercheurs du monde entier, en fait, même vous autres, si vous allez sur le site Internet, vous pourriez aller télécharger ces données et essayer de faire de la recherche. Donc, les télescopes, ils donnent au début aux chercheurs qui ont demandé les données, mais après quelques mois, ils vont être disponibles pour tout le monde pour essayer justement de faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui ont accès à des données prises dans l'espace et à la science, en fait. Donc, au total, moi, j'avais 25 heures de temps d'observation en rayon X. Et ensuite, je voulais aussi des données dans les ondes radio. Alors ça, j'ai obtenu 9 heures avec un télescope qui s'appelle le Very Large Array, ou le VLA. Donc, je vais le dire en anglais parce que j'ai l'habitude de le dire en anglais. Alors, le VLA, c'est vraiment un télescope assez particulier parce que, comme vous pouvez peut-être le voir sur l'image, ce n'est pas un seul gros télescope. Il y a plusieurs antennes. OK? Donc, en fait, quand on veut avoir un télescope, un bon télescope, comme juste intuitivement comme ça, il me semble que plus le télescope est gros, mieux c'est. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, il me semble. Moi, je trouve que ça a de l'allure. Alors, il faut un gros télescope pour avoir une bonne résolution, pour avoir plus de détails dans une image. Mais il y a une limite à quel point on peut bâtir un seul gros télescope, un seul gros bol qui pointe vers l'espace. Alors, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on va faire plusieurs petits télescopes qui vont se parler entre eux, qui vont être connectés entre eux. Puis ça va faire en sorte que mon nouveau diamètre de mon télescope, ça va être la plus grande distance entre mes deux antennes. Alors ici, le VLA, lui, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Donc, ce n'est pas juste une seule grosse coupole qui pointe vers le ciel. Ça va en fait être 27 antennes de 25 mètres de diamètre chacune. Donc, ça reste quand même assez gros. Puis, les 27 antennes vont être positionnées en forme de Y, comme on peut voir sur la photo. Et maintenant, si je veux savoir la vraie grosseur de mon télescope, bien, je prends la plus grande distance entre deux antennes. Donc, ça fait en sorte que j'ai un télescope qui fait plusieurs kilomètres de diamètre. Donc ça, c'est très avantageux pour prendre des bonnes photos dans l'espace. Ensuite, une fois qu'on a obtenu nos données des télescopes, donc là, le télescope, il y a mon email, il m'a envoyé un message, il dit « Tiens, Myriam, voici tes observations. » Mais là, je ne fais pas juste cliquer sur le lien, puis ça me donne tout de suite une photo. Ce qu'il faut faire, c'est traiter les données. On appelle ça « réduire les données ». C'est le terme dans le jargon qu'on utilise. Donc, en fait, des fois, il y a des défauts dans ton image. Donc, c'est enlever les défauts, nettoyer, enlever le bruit, faire en sorte que tu as une belle image toute lisse, sans défaut. Puis là, maintenant, tu peux sortir de la science. Mais ce qui a un avantage avec ça, c'est que moi, je peux faire ça de mon ordinateur. Alors, autant des fois, je vais être, comme ici, à mon bureau, entouré de plein de papiers puis plein d'autres choses. Des fois, je suis connectée à 3 ordinateurs en même temps. Mais autant des fois, je vais être en pyjama chez moi, en train de travailler. Donc, ça a quand même un avantage que, comme, c'est pas tous les emplois que tu peux te permettre d'être en pyjama dans ton salon pour travailler puis être payé. Okay. C'est quand même le fun, on prend les avantages. Donc, avec tout ça, voici les photos que j'ai obtenues. Okay? Je sais que c'est pas beau tout de suite, okay? Mais je vous dis, pour avoir vu les choses avant, ça, c'est des mois de travail. Donc, s'il vous plaît, riez pas trop à mes photos. J'ai entendu quelqu'un rire ici. Alors, donc, voici en fait les photos de l'amas perdu que j'ai obtenues. Alors, à gauche, on peut voir les photos en rayon X, donc en bleu, et à droite, on peut voir en radio. Donc, je vous rappelle, ce qu'on voit en bleu, en rayon X, ça va être le gaz entre les galaxies. Et ce qu'on voit dans les ondes radio, ça va être les jets qui sortent du trou noir au centre de la galaxie centrale. Alors, pour se donner une idée de ces gros comment, tout ça, donc voici une image maintenant dans le visible, donc à la même échelle. Donc, on voit comme ça mieux la mode galaxie, on voit les étoiles, on voit la grosse galaxie au centre. Là, vous voyez à gauche l'image rayon X. Et maintenant, si à tout ça, j'ajoute les données radio, eh bien, on peut voir les jets qui sont en train de sortir de la galaxie centrale et de perturber le gaz rayon X. Bon, si vous regardez bien cette image-là, donc là, on est rendu à la partie analyse. Donc, j'ai obtenu des images. Maintenant, il faut sortir la science de tout ça. Donc, c'est bien beau avoir des jolies photos, mais il faut faire de la science avec ça. Il faut les analyser.
Alors, un peu plus tôt, je vous avais montré une photo d'un autre amas de galaxies qu'on voyait plein de structures dans le gaz rayon X. Bon, ici, je suis d'accord avec vous, là, on ne voit pas grand-chose, c'est très pixelisé. Alors, il y a plusieurs méthodes pour essayer de trouver des structures. Et il y en a une que j'ai utilisée qui s'appelle la technique du masque flou, okay? Dans le sens qu'on fait un masque qui est flou. Alors, le nom le dit bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mes données et maintenant, je vais, à partir de cette image du ciel, je vais créer une image modèle, donc qui est un peu plus lissée. Donc, j'arrive à créer une image modèle et je vais ensuite soustraire de mes données initiales mon image modèle pour essayer de faire ressortir les structures. Donc, ce que ça a l'air, ça va avoir l'air de ça. Donc, je pars de mon image originale qui est ici, je fais une image modèle qui est un petit peu moins pixelisée, et ensuite, je vais soustraire les deux, et mon image résiduelle va faire ressortir des structures. Bon, je suis d'accord avec vous, ça prend un œil expérimenté pour bien voir des structures, mais quand même, il y a quelque chose ici. Alors, si on regarde là-dessus, moi, par exemple, j'arrive à voir deux cavités, deux bulles ici, où est-ce qu'il y a une moins grande concentration de rayons X. Par exemple, il y en a une ici et une juste là, comme ça. Donc, il y a ces deux-là qui sont réellement là, et il y en a deux qui sont peut-être là, qui sont juste ici. Alors, celui en avant, il avait deviné, il y en avait une troisième. Félicitations, un vrai astrophysicien. Alors, donc, on a réussi maintenant à trouver deux structures, deux bulles qui sont réellement là. Donc, au final, ce que j'ai réussi à faire, c'est qu'en prenant les observations, on arrive à trouver en rayon X, encore une fois, le gaz qui est très brillant dans les rayons X et qui devrait se refroidir et former des étoiles, mais qui ne se refroidit pas correctement. Ensuite, dans les ondes radio, on arrive à trouver des jets. On se dit, mais les jets devraient être responsables, devraient perturber mon gaz rayon X et l'empêcher de faire des étoiles. Et je pense qu'il fait ça en poussant le gaz et en créant des bulles. Mais moi, je veux trouver ces bulles-là. Et c'est grâce à la technique du masque flou qu'on arrive à trouver les bulles. Donc, on a maintenant un autre amas de galaxies où on retrouve les mêmes structures. On retrouve le même problème initial, qui est à dire que le gaz rayon X ne se refroidit pas assez et qu'il ne forme pas d'étoiles. On pense, grâce aux images radio, que c'est les jets qui sont responsables de ça et qu'ils perturbent le gaz en créant des bulles. Et maintenant, on a finalement réussi à trouver des bulles. Donc, ça nous donne une idée que dans cet amas-là, c'est sûrement ça qui se passe. Donc, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de collaborer avec d'autres groupes de recherche. Donc, de continuer à scruter le ciel, à observer d'autres amas de galaxies pour essayer de voir si on trouve encore une fois la problématique du gaz qui ne se refroidit pas, si on observe des jets et si on trouve des bulles. Et c'est en collaborant avec d'autres chercheurs, en cherchant partout dans le ciel d'autres amas de galaxies où on retrouve ces mêmes trois problèmes, et en collaborant, en se parlant, qu'on va arriver à trouver la réponse à tout ça. Alors, sur ce, ça conclut pas mal ma présentation aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Myriam. Alors, la conférence n'est pas terminée. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous lever pour poser des questions. J'ai énormément de questions déjà en web diffusion. Peut-être avant, on a un petit peu de temps, là, tu as fini un petit peu plus tôt. Peux-tu nous parler du fameux télescope qui serait aussi grand que la surface de la Terre? Puis après, on passe aux questions. Oui. Donc, en fait, j'en profite parce que j'aurais aimé ça vous parler d'un télescope assez spécial. OK, là, ça fait longtemps, je sais que je vous en ai dit des affaires, là. OK, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, OK, quand on voulait observer un trou noir, donc il y avait le trou noir, il y avait un disque autour, et il y avait les jets, OK? Tantôt, je vous ai montré des photos, par ici à droite, on voit des photos des jets. On n'arrive jamais à observer le disque, parce que le disque autour d'un trou noir, c'est très, très petit. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont demandé, est-ce que ce serait possible de prendre une photo du disque d'un trou noir?
Alors, c'est un projet qui s'appelle le Event Horizon Telescope. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est regarder le trou noir au centre de notre galaxie, avec des télescopes qui nous permettent d'avoir une assez bonne résolution pour voir le disque de gaz autour du trou noir au centre de notre galaxie. Mais ça nous prend une très, très bonne résolution. Okay? Là, peut-être que ça ne vous dit rien, mais il y a un télescope qui est très connu qui s'appelle le télescope spatial Hubble. C'est un des meilleurs télescopes avec la meilleure résolution. Eh bien, ça nous prendrait un télescope 500 fois meilleur que ça. Donc, on a fait des petits calculs juste pour voir si ça se faisait. Alors, si on voulait regarder le trou noir au centre de notre galaxie, il nous faudrait un télescope gros comme la Terre. Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, avec le même principe que le Very Large Array, le télescope qui était fait de 27 antennes disposées en forme de Y, on a utilisé le même principe physique, qui est à dire de prendre plein de télescopes partout sur Terre et de les connecter, de faire en sorte qu'ils s'échangent des informations pour maintenant avoir un télescope équivalent gros comme la Terre. Alors ça, c'est une très, très grosse collaboration qui regroupe beaucoup de pays. Donc, c'est des télescopes d'un peu partout vers la Terre qui sont en ce moment en train de regarder vers le centre de la Voie lactée pour essayer de voir le disque autour du trou noir. Alors, restez à l'affût, ça devrait sortir comme dans les prochains mois, peut-être cette année. Donc, on espère réussir à voir quelque chose. Mais à date, ils ont fait des simulations par ordinateur pour se donner une idée de quoi ça devrait avoir l'air. Alors, ça devrait avoir l'air de quelque chose comme ça. Donc là, ils ont rajouté des couleurs, mais ça reste qu'on arrive à voir, presque voir la boule noire où la lumière ne peut pas s'échapper. Puis on arrive à voir, ce qu'on voit ici en couleur, c'est le gaz qui est très, très proche du trou noir juste avant de tomber dedans. Alors on espère que grâce au Event Horizon Telescope, le télescope presque aussi gros que la Terre, on va réussir à voir le trou noir au centre de notre galaxie. Donc, restez à l'affût. Merci, Myriam. Alors, ton défi, là, ça va être de répondre brièvement aux questions parce qu'on en a beaucoup dans la salle, on en a beaucoup en web diffusion. Je vais commencer par l'école La Taïga, qui a toute une liste phénoménale. Je ne sais pas si on arrivera jusqu'au bout, mais au pire, tu leur enverras par courriel. Alors, une des questions. Les élèves aimeraient savoir s'il existe un lien entre les trous noirs et la création ou la fin de l'univers. OK. Est-ce que je répète la question? Tout le monde l'a entendu? Tout le monde a entendu. Parfait. OK. Est-ce qu'il y a un lien entre les trous noirs et la création de l'univers? OK. Je vais essayer de faire ça simple. Je m'excuse vraiment si je vous perds. OK. Un trou noir, OK? Je sais qu'on a défini un rayon tantôt, mais à son cœur, en fait, c'est un trou noir, là, c'est un seul point de très, très grande densité, OK? Et l'univers, notre univers, comment il s'est créé? C'est la théorie du Big Bang, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Oui? Donc, l'univers, quand il a été créé, au départ, tout l'univers qu'on connaît en ce moment était concentré en un seul point, puis il s'est mis à grossir, à s'expandre. Donc, d'où ce qu'on appelle le Big Bang. Alors, on peut faire un petit lien entre, au centre d'un trou noir, il y a un point concentré, puis notre univers a commencé par un seul point concentré. Donc, il y a différentes théories qui disent qu'en fait, au cœur de chaque trou noir, c'est comme si le trou noir déboucherait vers un autre univers puis il créerait un autre Big Bang comme ça, et qu'à l'intérieur de chaque trou noir, il y a des nouveaux univers qui se créent. Alors, c'est une théorie qui existe pour vrai. Bon. Vas-y, tu peux poser tes questions? Ma Baisse-le question, un petit peu c'est... ton micro. Tu peux le baisser un peu. Est-ce qu'un trou noir serait assez grand? Est-ce qu'un trou noir pourrait être assez puissant pour absorber Jupiter et le Soleil, les deux plus grandes planètes? En fait, si le trou noir serait assez proche du Soleil ou de Jupiter, il pourrait les absorber, mais il faudrait qu'il soit vraiment, vraiment à côté. Donc, tout dépend. Donc, c'est un peu ça. Alors, si par exemple, je ne peux pas exactement répondre à ta question, mais je peux donner peut-être une idée de à quel point c'est quoi le rayon d'influence d'un trou noir. Okay? Au début de la présentation, je vous ai dit, si on veut prendre le Soleil puis le transformer en trou noir, bien, il faut comprimer le Soleil
puis le rendre à un rayon de 3 km, et c'est maintenant rendu un trou noir. Okay? Donc, imaginons qu'on remplace le Soleil par un trou noir. Qu'est-ce que deviendrait notre système solaire? Est-ce que la Terre continuerait de tourner? Est-ce qu'elle serait absorbée par notre nouveau Soleil trou noir? Eh bien, en fait, la réponse, c'est qu'on continuerait de tourner autour comme si de rien n'était, c'est juste qu'il ferait froid et qu'il n'y aurait pas de lumière. Alors, si tu mets un trou noir vraiment juste à côté du Soleil, oui, il pourrait être absorbé par le trou noir, mais il faudrait qu'il soit très, très proche. Alors, on s'en va à Gatineau. Une des nombreuses questions qui posent, peut-il y avoir des étoiles à neutrons dans les trous noirs? Là, il faudra que tu expliques qu'est-ce que c'est une étoile à neutrons. Oui. Donc, OK. Qu'est-ce qu'une étoile à neutrons? En fait, lorsqu'une étoile va mourir, donc à la fin de la vie des étoiles, son cœur va se comprimer, puis ensuite, le reste des couches extérieures vont exploser, et ça va créer ce qu'on appelle une supernova. Donc, c'est le nom de l'explosion d'une étoile à la fin de sa vie. Alors, lorsque l'étoile va exploser, son cœur va se comprimer et former une étoile à neutrons. Mais si l'étoile, avant qu'elle meure, était encore plus grosse, eh bien, l'explosion et l'implosion de son cœur seraient encore plus puissantes et ça formerait, en fait, au lieu de former une étoile à neutrons en son cœur, ça formerait un petit trou noir. Donc, ça répond un peu, il ne pourrait pas y avoir une étoile à neutrons dans le trou noir, ce serait plutôt soit tu as une étoile à neutrons, soit tu as un trou noir. Alors, une question ici. En fait, je me demandais, lorsque le trou noir aspire quelque chose, il va où ensuite? C'est une très bonne question. On ne sait pas. Ça reste à l'intérieur du trou noir, ça fait grossir un petit peu le trou noir, mais justement, il y a des théories qui disent que la matière est juste comme aspirée et perdue dans le néant. Il y en a d'autres qui disent que, justement, c'est transféré vers un autre univers qui est créé. On ne le sait pas. Parce qu'on ne peut pas aller à l'intérieur d'un trou noir et en ressortir. Alors, j'ai une question ici de Lebel-sur-Quévillon. Les élèves se demandent ce qui arriverait si 2 ou 3 trous noirs entraient en contact. Donc, qu'est-ce qui arrive si des trous noirs se collisionnent? Bien, en fait, c'est arrivé. Et on les a observés, puis ça a gagné un prix Nobel cette année, il y a quelques jours. Donc, quand 2 trous noirs se collisionnent, eh bien, tout d'abord, les 2 trous noirs tournent un autour de l'autre et ils vont émettre des ondes gravitationnelles que nous, on peut capter sur Terre. C'est ça qui a gagné le prix Nobel, mais je ne me rentrerai pas là-dedans. Alors, quand 2 trous noirs entrent en collision, ils tournent un autour de l'autre, puis finalement, ils vont se collisionner puis former un plus gros trou noir. Et voilà, c'est ça qui arrive. Alors, mademoiselle, de l'autre côté? Je voulais savoir, vous avez dit que si on comprime suffisamment le Soleil, on pourrait former un trou noir avec. Est-ce qu'il suffirait de comprimer n'importe quel objet suffisamment pour former un trou noir? Oui, exactement. Donc, à une certaine limite, on pourrait aussi prendre la Terre et la comprimer vraiment beaucoup pour... je me souviens plus de la Terre. Je pense que si on comprime la Terre de la taille d'un ballon, ça va devenir un trou noir. Donc, oui. Je voulais savoir, comment vous pouvez savoir c'est quoi la masse d'un trou noir? Parce que c'est vraiment loin, un trou noir. C'est une très bonne question. En fait, ce qu'on va faire, c'est la même manière dont on sait quelle masse a notre Soleil, c'est on regarde les objets qui tournent autour. Donc, quand les objets sont en orbite, on regarde sont à quelle distance de cet objet-là, puis combien de temps ça va leur prendre pour faire un tour. Et avec ça, il y a une formule mathématique qui nous permet de savoir la masse de l'objet autour duquel ça tourne. Alors, je vais prendre une question en web diffusion. Tu me diras si tu veux répondre ici ou plus par écrit. Okay. Vous dites que les trous noirs ne sont pas des trous comme tels, mais ne sont-ils pas des trous dans l'espace-temps? C'est Gatineau, un élève de Gatineau qui te pose la question. Je vais répondre en disant oui, c'est des trous dans l'espace-temps, mais il y a quand même une masse, donc c'est pas du vide. Puis je vais laisser ça là-dessus. Tu vas t'arrêter là, OK. Dans la salle, vas-y. Je voulais juste savoir s'il y aurait un changement sur notre position actuelle dans notre galaxie si on enlèverait le trou noir au centre de la Voie lactée. Il y aurait, oui, mais vraiment pas beaucoup. Théoriquement, oui, mais ce serait pas mesurable. Parce que même si le trou noir au centre de la Voie lactée, il fait 4 millions de fois la masse du Soleil, donc il influence
un petit peu notre orbite. Si tu l'enlèves, ça reste qu'à l'intérieur de l'orbite du Soleil, autour de la Voie lactée, ça reste qu'il y a des milliards d'autres étoiles qui contribuent à le mouvement de notre orbite. Donc, oui, théoriquement, il y aurait une différence. Est-ce qu'elle est mesurable? Là est une autre chose. Mais bonne question. On continue ici ou une question? Je vais prendre une question de Lebel-sur-Quévillon, une question personnelle. Alors, eux, ils veulent savoir, ils se demandent beaucoup sur ce qui fait que ta passion pour l'astronomie est devenue un choix de carrière, et sur le même point, ils se demandent comment ta passion pour les arts se marie à ta passion pour l'astronomie. OK, bien, OK. Moi, quand j'étais au secondaire, en fait, depuis toujours, j'aimais beaucoup l'astronomie. Ça m'est venu de ma mère parce qu'on allait souvent faire du camping. Puis on n'était vraiment pas bonne pour partir un feu, donc on finissait par mourir de froid. Alors pour se divertir, on regardait les étoiles. Puis d'où ma passion pour l'astronomie qui a commencé là. Mais moi, dans ma tête, l'astronomie, bon, je ne pouvais pas étudier ça. C'était pas une carrière, ça restait un hobby. Donc moi, j'aimais beaucoup les arts, mais j'aimais quand même aussi les sciences. Mais c'est juste que je voyais pas comme il n'y avait pas l'étincelle que dans les sciences. Jusqu'à ce que j'arrive, je pense que c'était en secondaire 4, que j'ai découvert que l'astrophysique, ça existait. Donc, ça regroupait un peu ma passion de l'astronomie et mon intérêt pour les sciences. Donc, c'est là vraiment que j'ai su que c'est là-dedans que je voulais aller, que ça allait comme satisfaire ma curiosité, me permettre d'étudier l'univers tout en faisant de la science. Puis, il y a plusieurs sortes d'astrophysiciens qu'on peut être. Puis moi, ce que je fais, c'est des observations. Depuis tantôt, ce que je vous montre, c'est des photos. Donc, travailler avec l'image, ça me permet aussi de continuer vers un petit peu l'art, pas autant, mais quand même, ça satisfait un petit peu tout ce que j'aimais. Ce qu'on va faire, on va prendre une dernière question ici, une dernière question en web diffusion, et puis ceux qui sont dans la salle, vous pouvez rester après pour discuter avec Myriam. C'est juste qu'il est 2 heures, puis les cours vont terminer en web diffusion. Alors, vas-y dans la salle. Bonjour, moi je me demandais parce que vous disiez que vous aviez eu 25 heures sur le télescope Chandra, et je me demandais, ça sert à quoi d'avoir autant de temps pour arriver à une seule image? Ah, mais c'est une très bonne question. En fait, OK, ce qu'on observe, c'est... comment dire ça? OK. Je vais commencer par poser comme une petite question. Avez-vous déjà essayé de prendre une photo avec votre téléphone cellulaire dans le noir? OK? C'est pas très beau, hein? C'est comme très pixelisé, on voit pas très bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, au lieu de juste prendre une seule photo, comme clic en une fraction de seconde, c'est de laisser la caméra ouverte pour qu'elle capture la lumière pendant plus de temps pour avoir une meilleure image, parce qu'on va recueillir plus de lumière. Donc, moi, ce que j'observe, oui, c'est très brillant, mais la mode galaxie que j'étudie est extrêmement loin. Donc, ça veut dire qu'il est très, très pâle, on pourrait dire. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive vers nous autres. Donc, en observant pendant 25 heures, ça me permet de capter le plus de lumière possible pour avoir le plus d'informations. Alors, c'est pour ça qu'on veut avoir plus de temps d'observation possible pour capter plus de lumière. Merci. Merci à toi. Je vais tricher un peu, j'ai une question hyper rapide. Là. Combien de temps ça te prend pour traiter une image? C'est à Shawinigan, on se demande ça. OK. Attends, là, je vais décourager tout le monde. Je vais juste vous remontrer des images que j'avais pour comme, vous donner une idée. Là. OK. Celle du centre, moi, ça m'a pris peut-être une journée. Celle-là, une semaine. Il faudrait que tu montes sur l'écran, oui, hein? parce que ceux qui sont en web diffusion, ils ne te voient pas comme OK, ça. donc, celle-là ici, à peu près une journée. Celle-là, à peu près une semaine. Celle-là, à peu près 6 mois. Oui. Persévérante. Oui, puis ça, oui, je sais. Quand Donc, on aime, on ne compte pas. Ouais. Dernière vraie question en web diffusion, et après, c'est promis, on répond aux questions dans la salle. Est-ce qu'on sait qui a trouvé le premier trou noir, à quelle date? Oui, on le sait. Est-ce que j'ai oublié? Oui. Alors, on enverra par courriel la réponse. Oui, on enverra la courriel. Je sais que le premier trou noir qui a été découvert, il s'appelle Cygnus X1, parce qu'il est dans la constellation du Cygne.
Puis c'est un trou noir formé par la mort d'une étoile qui orbite autour d'une autre étoile. Alors, on voyait une étoile qui orbitait autour de quelque chose qu'on ne voyait pas, et on a réussi à déterminer que c'était un trou noir, mais je ne me souviens pas de la date. Dans les années 70, c'est sous toute réserve, là, mais... C'est assez récent. Oui, c'est assez Alors, récent. je vais remercier tout le monde. On remercie Myriam pour sa conférence. Merci. Je vais aussi remercier tous ceux qui étaient en web diffusion, qui ont participé vraiment de manière exceptionnelle. Vous aussi, dans la salle, vous avez été des chouettes participants. Bravo. Donc, la conférence se termine. N'hésitez pas à aller voir Myriam pour poser les questions si vous n'avez pas pu les poser. Puis à bientôt pour une autre conférence. Ouais. Merci d'être durant ma conférence.